Hello, chers auditeurs. Bienvenue dans le CAV English Show. Nous sommes déjà dans la deuxième saison du CAV English Show. La première saison du CAV English Show, c'était 40 épisodes. Et pour ceux qui ont suivi tous les 40 épisodes, je vous félicite. Et si vous avez suivi les 40 épisodes de la première saison du CAV English Show, donc l'épisode 1 à l'épisode 40, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo. Et j'ai un petit quelque chose pour vous, comme surprise, pour vous féliciter et pour vous encourager. Donc l'aventure CAV English Show après le 40e épisode, il y a eu un petit break parce que travaillant sur plusieurs autres projets du CAV English Network, et nous revenons dans le CAV English Show avec une nouvelle saison. C'est essentiellement, comme vous le savez, comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Donc, on ne finit jamais d'apprendre. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, à comprendre, qui nous permettront de nous améliorer. Et c'est ça, en fait, le but du CAV English Show. C'est pourquoi je le fais essentiellement en français. Parce que je m'adresse à vous, francophones, qui voulez savoir parler l'anglais aisément. Donc, il faut que je vous explique ces choses en français pour que vous les compreniez. Voilà. Donc, je ne fais pas de cours d'anglais en français, mais je vous explique ces éléments essentiels qui vous aideront à réussir dans cette aventure. Je le dis et je le répète, je l'ai toujours dit ici, ça m'a pris plus de 20 ans pour parvenir à parler l'anglais aisément. Mais c'est pas que c'est au bout de la 20e année que j'ai commencé à parler l'anglais aisément, non. J'ai commencé à tâtons, j'ai commencé à balbutier, à tâtonner, à me servir de ce que j'avais déjà comme mots dans la tête, dans ma banque de vocabulaire. J'avais une petite banque de mots et je l'ai étoffée au fur et à mesure. Mais je voudrais quand même éclaircir un aspect qui est peut-être encore flou pour beaucoup de personnes, afin de mieux comprendre pourquoi en fait je fais ce coaching et d'où je viens en fait. Comme la plupart de ceux qui apprennent à parler l'anglais dans les pays francophones, j'ai appris à parler l'anglais à l'école. Donc j'ai appris l'anglais à l'école pour la toute première fois. Et moi j'ai appris en classe de CM2. Donc le CM2 plus les 7 années passées au collège et au lycée, 4 ans en premier cycle et 3 ans au second cycle, ça fait 8 ans au total. Donc j'avais 8 ans de cours académiques en anglais avant le bac, donc jusqu'au bac. Et après cela, l'anglais, je ne l'ai plus appris de façon académique. Bon, je ne vais pas aussi dire que j'ai eu 8 ans d'anglais dans les oreilles, ce n'est pas vrai. Parce que c'est juste les cours passés à l'école, voilà. Et puis quelques petites interactions, ça et là, avec des anglophones en dehors des cours à l'école. Et ça faisait de moi quand même, on va dire, l'une des majors de ma promotion en anglais. Voilà, j'étais quand même plutôt douée à l'école avec les bonnes moyennes, les bonnes notes. Jusqu'à ce que je puisse être bouleversée par une situation qui a totalement transformé ma façon d'apprendre l'anglais. Donc, j'ai le bac en 2022. J'obtiens le bac en 2022, les résultats sortent.
comme d'ailleurs au moment où je fais l'enregistrement de cette vidéo, depuis le lundi 24 juillet 2023, les résultats du baccalauréat sont sortis en Côte d'Ivoire. Voilà, je marchais hier avec mon époux et nous avons vu beaucoup de jeunes nouveaux bacheliers. Comme c'est un peu la mode ici, on verse de la poudre sur eux. Donc, tous ceux qui avaient le visage très blanchi par la poudre, le visage, les cheveux et tout ça, donc, tout le monde les félicitait automatiquement parce que bon, c'est devenu un peu la coutume. Bon, à mon époque, c'était pas comme ça, mais bon, il faut croire que les choses changent, il y a de nouvelles façons de faire. Donc, de nos jours, voilà, c'est comme ça qu'on félicite les bacheliers. Et donc, mon bac à moi, il a 21 ans cette année. En 2002, j'obtiens le bac et il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. En 2002, l'université a été bouleversée, l'université publique, donc notamment le département en anglais, où je voulais vraiment continuer mes études en anglais et aller beaucoup plus loin au niveau académique en anglais. Donc, on a dû rester faire toute une année blanche, rester à la maison. Voilà. Donc, pendant que mes autres amis étaient orientés dans les autres facultés, les autres départements, nous qui voulions aller dans le département d'anglais, qui avions les prédispositions parce qu'ils ont eu les bonnes moyennes et tout ça pour être orientés, dans le département d'anglais, on était obligé de rester un peu à la maison encore, quoi. Et aussi les moyens faisant défaut, les parents ne pouvaient pas financer pour la formation dans les établissements privés. C'était hors de portée. Donc il fallait attendre et rester à la maison. Et pour beaucoup pourraient voir cela comme étant vraiment une fatalité, une malédiction. C'est pas possible. Du temps perdu, du gâchis. Mais moi, ça a été une situation très, très bénéfique. Très bénéfique. Parce que je suis passée par un choc qui a totalement transformé ma façon d'appréhender l'anglais et de faire de moi aujourd'hui le coach d'anglais que je suis. Coach d'anglais autoproclamé, puisque c'est moi qui me suis donné ce titre de coach d'anglais, pas que j'ai fait des formations pour obtenir des certifications en coaching, mais je suis devenue coach par la force des choses. Et pour ceux qui me connaissent personnellement, ça pourquoi pour vous qui ne le savez pas, vous allez comprendre dans mon histoire que je continue de vous raconter. Donc j'ai le bac et quelques mois plus tard, c'est l'année blanche. On est censé commencer l'année académique en septembre, octobre 2002. Les résultats du bac sortent en juillet, voilà. Et on peut pas commencer l'école à l'université, alors il faut attendre que les choses se normalisent. Et avec la période du bac, il y avait les vacances, donc on pouvait aussi aller faire d'autres découvertes, comme notamment faire beaucoup plus de recherches sur internet. Et là, je suis tombée sur un site web, voilà, qui recommandait à ceux qui apprennent l'anglais, ceux qui veulent exceller en anglais, de beaucoup écouter l'anglais des natives, l'anglais des anglophones natifs. Qu'est-ce que c'est que les anglophones natifs? Ce sont ceux pour qui l'anglais est leur langue maternelle, leur langue de base, leur langue de naissance, leur première langue.
Et jusqu'à preuve du contraire, les Africains anglophones n'ont pas anglais comme... ne sont pas des native English, ne sont pas des anglophones natifs. Même si pour beaucoup, l'anglais est pratiquement comme leur première langue. Mais ce ne sont pas des natives. C'est comme les francophones, je le dis souvent. Je parle le français. Voilà, ceux qui sont francophones natifs, ceux qui sont français de France ou de Suisse ou du Canada ou de Belgique ou du Luxembourg me comprennent. Mais de par mon accent, ils savent d'office que je ne suis pas francophone native. L'anglais n'est pas le français n'est pas ma langue de naissance. Voilà, en tant qu'Africaine francophone, j'ai la langue africaine, sinon les langues africaines que j'ai héritées de mes parents et de mes ancêtres africains. Donc, quand je tombe sur ce site et que ce site me recommande, parce que le site, quand je le lis, il s'adresse à moi, de beaucoup écouter les anglophones natifs, qui est-ce que je vais trouver comme anglophone natif dans les parages? Parce que je prends ce conseil à cœur, voilà. Je pense que je me dis à ce que le site me dit de faire, voilà, c'est vraiment très important, intéressant. Et il faut vraiment que je teste la chose pour voir vraiment la véracité. Bon, si je ne peux pas avoir d'amis anglophones natifs dans mon environnement immédiat, où est-ce que je peux quand même écouter des anglophones parler et puis m'habituer des anglophones natifs? Ah, c'est simple, il y a la radio. Ah tiens, heureusement, il y a 2 radios qui émettent en FM à Abidjan. Donc il y a la radio BBC, British Broadcasting Corporation, la radio britannique, et il y a la Voix de l'Amérique qui est venue, je veux dire, comme par coïncidence, qui a commencé à émettre en FM à Abidjan cette même année, 2002. Et pratiquement autour de la même période, même de septembre, je crois, oui. Donc, il y avait déjà BBC avec qui on était tous familiers. Voilà, mais on ne prêtait pas trop attention. J'y prêtais pas vraiment trop attention. Jusqu'à ce que je tombe sur ce conseil-là. Je me contentais de l'anglais parlé par mes professeurs et puis par quelques anglophones qui sont pas natifs que je côtoyais par moment, du Nigeria ou du Ghana. Voilà, pour moi, ça suffisait, quoi. Avec ça, c'est OK. Et vu que j'ai de très bonnes moyennes en classe, donc je vais casser la baraque, arriver à l'université, voilà, propre. Donc, je vais suivre le conseil et commencer à écouter la radio BBC et la radio La Voix de l'Amérique. Et La Voix de l'Amérique, aujourd'hui, n'émet pas totalement en anglais comme c'était à l'époque. Bon, je trouve ça un peu dommage parce que à l'époque, c'était quand même pratiquement, je vais dire 95% en anglais. Voilà. Du matin au soir, c'était l'anglais. Et ça émettait beaucoup plus en anglais le matin et quelquefois en français le soir. Et la BBC, c'était beaucoup plus français le matin, quelquefois anglais, mais beaucoup plus anglais le soir. Pour ceux qui sont familiers avec BBC World Service, quelque chose comme ça. Voilà, tous les soirs à 20h ou 21h GMT, totalement en anglais jusqu'à 23h, minuit, quelque chose comme ça. Donc, je décide d'écouter la radio. Donc, à la maison, on avait un poste radio. Voilà, pour ceux qui sont de ma génération, qui connaissent le poste radio avec les cassettes. Et je captais BBC 93.4 en FM à Abidjan et je captais La Voix de l'Amérique 99.0 en FM à Abidjan. Et voici arriva ce qui devait arriver. Je capte la radio BBC. J'écoute en tant que major de ma promotion quand même, en anglais.
Donc, en écoutant la radio BBC, ça doit passer. Voilà, comme sur des roulettes, là. Je vous dis, le choc total.